Très bien. Eh bien non, on va passer tout de suite au débat de ce grand soir 3, donc consacré à la question du logement en France à l'occasion de l'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi donc présenté par Cécile Duflot. Alors depuis hier, hein, vous l'avez suivi, le ministre du Logement s'est lancé dans un marathon au Palais Bourbon pour défendre son texte qui suscite de nombreuses critiques. Les débats qui vont se poursuivre jusqu'à vendredi sont animés. 1300 amendements ont été déposés. Le vote solennel, lui, est prévu mardi prochain. Donc pour en parler, je reçois Denis Brunel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre des propriétaires. Vous êtes fermement opposé à ce texte. Vous allez nous expliquer pourquoi. Parfaitement. Manuel Domergue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de Jeudi Noir qui défend les mal logés. Un mot sur Jeudi Noir. Pourquoi Jeudi Noir? Parce que c'est le jour noir où sort le particulier à particulier, donc c'est le jour où on s'aperçoit qu'on n'a pas assez d'argent pour se loger. Et c'est parce que quand on s'est créé en 2006, on voulait un crack de l'immobilier comme le crack de 29. D'accord, le fameux particulier à particulier. Merci. Yankel Fijalkov, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, auteur notamment de ce livre Sociologie du logement aux éditions La Découverte. Alors, messieurs, je vous propose tout de suite de voir les principaux points de ce projet de loi qui vise notamment à encadrer les prix des loyers que les locataires trouvent évidemment beaucoup trop élevés. Benoît Mousset. Dans 53 mètres carrés et on paye 1850 € par mois. 1250 € par mois. Ouais, donc c'est vrai que c'est très excessif. C'est justement pour rassurer ces locataires et éviter les abus que le gouvernement propose d'encadrer les loyers. Volet principal d'un projet de loi présenté hier par la ministre du Logement, Cécile Duflot, et dont l'examen vient de débuter à l'Assemblée nationale. En voici les principales mesures. Le projet de loi concerne 70% du parc locatif privé. Dans les zones dites les plus tendues, c'est-à-dire marquées par un fort déséquilibre entre l'offre et la demande, un loyer médian sera fixé par un observatoire public. Les loyers proposés par les bailleurs ne pourront pas être 20% plus chers que cet indice de référence. Cette mesure s'appliquera d'abord à 19 agglomérations, dont celles de Paris, Lille, Lyon ou Marseille. Parmi les autres volets du projet de loi Duflot, la simplification des demandes HLM, la réduction du délai de préavis à 1 mois sur certaines zones, plus de transparence dans les formulaires ou l'amélioration des logements considérés comme indignes. Enfin, un système d'assurance publique pour mieux lutter contre les impayés est prévu. Le GUL, la garantie universelle des loyers, pourrait voir le jour en janvier 2016 si le projet de loi est adopté. Premier point, donc, l'encadrement des loyers dans les grandes villes qui fait débat. Denis Brunel, pourquoi êtes-vous en désaccord avec cette proposition? Juste un petit point très bref, puisqu'on va peut-être approfondir un peu la question de la pénurie. Mais ce qui est fondamental dans cette affaire, c'est effectivement la pénurie. Et c'est la pénurie qui conduit à la hausse des prix, prix de vente ou d'achat de l'immobilier et aussi prix des loyers, n'est-ce pas? Est-ce que ce texte va contribuer à réduire la pénurie? Ma réponse est non. Mais en quoi l'encadrement des prix des loyers défavoriserait la création de logements en France? Elle va freiner l'investissement locatif. D'ailleurs, c'est pas seulement une vue de l'esprit, c'est une constatation. Vous savez que l'année 2013 va être une des plus mauvaises années depuis la libération en termes de construction de logements neufs. C'est donc bien une catastrophe, très loin des objectifs présidentiels de 500 000 logements neufs par an. Donc la pénurie, on l'a, elle est à nos portes et elle va s'accentuer. Voilà mon analyse. Alors maintenant, sur l'encadrement des loyers lui-même, j'ai 3 critiques. La première, c'est que c'est un système extrêmement complexe et difficile à maîtriser parce que mettre tous les paramètres dans un ordinateur, ça me paraît pas possible. Deuxièmement, un nid à contentieux, donc je prévois un développement très important des contentieux. Et troisièmement, évidemment, une crainte des investisseurs, une menace sur les investisseurs, et par conséquent, c'est pas comme ça qu'on va les encourager à acheter des logements pour les louer. Manuel Domergue, Jeudi Noir n'est pas d'accord avec tous les points de ce texte, mais sur cette question d'encadrer les loyers, vous êtes d'accord? Vous pensez que ça va faire fuir les investisseurs? Non, je ne pense pas. En fait, pendant 10 ans, les locataires ont été les grands perdants de la hausse des prix. Ils ont payé des loyers de plus en plus élevés. On arrive à des taux d'effort moyens de 20 à 25% et parfois c'est beaucoup plus que ça. Donc le marché laissé à lui-même aboutit à des loyers totalement aberrants. Parfois on paye 1000, 1500 € pour habiter dans 30 mètres carrés. C'est ce que disait la personne dans le reportage. Des chambres de bonne à 700 €. Donc quand on n'a même pas le SMIC, comment on fait pour se loger? La puissance publique doit intervenir dans ces cas-là, doit réguler un marché qui n'est plus régulé. Et donc la meilleure manière de le réguler, c'est d'encadrer le niveau des loyers. C'est pas une usine à gaz, ça se fait en Allemagne.
depuis des années et des années. Ça s'appelle le Mietspiegel. L'Allemagne est un grand pays industriel. L'Allemagne est le pays d'Europe qui a le plus grand parc locatif privé, beaucoup plus que la France. Donc vous voyez, ça ne fait pas vraiment peur aux bailleurs privés. Alors justement, vous parlez de l'Allemagne, ça tombe bien, puisque nous avons notre correspondant à Berlin qui est en direct avec nous, Antoine Eulard, bonsoir. Nous parlions justement du modèle allemand concernant les loyers, l'encadrement des prix. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ce système a fait ses preuves en Allemagne? Oui, le système marche en Allemagne. C'est un système éprouvé qui existe depuis 40 ans. Signe particulier à l'époque, ce n'est pas le gouvernement qui a légiféré, mais ce sont les associations de locataires et de propriétaires qui se sont mis d'accord. Alors comment ça marche? Eh bien, tous les ans, dans chaque ville, dans chaque quartier, on établit un loyer de référence. Et si un locataire constate que son loyer dépasse ce barème de plus de 20%, eh bien, il peut porter plainte contre son propriétaire pour obtenir une baisse de tarif. Mesure simple, mais extrêmement efficace. Jugez plutôt, ces 10 dernières années, les loyers en Allemagne ont progressé 20 fois moins vite qu'en France. Alors attention, ça n'est pas non plus une recette miracle, parce que ces derniers temps, avec la crise financière, eh bien, les investisseurs se sont rabattus sur la pierre. Résultat, l'immobilier flambe outre-Rhin et par ricochet, les loyers sont fortement repartis à la hausse dans toutes les grandes villes, notamment à Berlin, à tel point eh bien, que c'est devenu un enjeu de la campagne électorale. Vous savez qu'on vote ici dans 10 jours. Eh bien, Angela Merkel, tout comme son rival de gauche, Pierre Steinbrück, disent aujourd'hui qu'il faut aller plus loin et prendre des mesures supplémentaires, plus contraignantes, pour encadrer la progression des loyers en Allemagne. Merci Antoine. Yankel Fijalkov, ce modèle allemand peut être transposable en France? C'est à peu près ce qui est fait. On voit très bien l'inspiration allemande sous la plume de Cécile Duflot. Mais ce qui est à noter quand même, c'est que cette réglementation de loyer, on a eu des périodes historiques où on l'a tenté. Il y a la fameuse loi de 1948 qui était une loi de blocage. Et ici, on n'est pas tellement dans une loi de blocage, on est dans une loi de régulation, puisque au fond, c'est des observatoires de loyer au niveau de l'agglomération qui vont juger effectivement de ce loyer médian, qui vont le calculer, et ensuite, eh bien, ça va être calculé, ça va être répercuté. Alors peut-être effectivement avec des affaires litigieuses, mais des affaires aussi dans lesquelles les loyers sont quand même exorbitants. Cécile Duflot dit qu'il faut réguler le système, car le logement n'est pas un bien comme un autre, c'est un bien de première nécessité. Vous êtes d'accord avec cette notion-là? Tout à fait. Moi, si j'ai travaillé sur le logement, c'est bien parce que le logement est vraiment la question sociale. Elle conditionne beaucoup de choses dans la vie des individus. Et effectivement, ce n'est pas une marchandise comme une autre. Et nous n'avons pas affaire à un marché économique aussi banal qu'un marché de la pomme de terre ou je ne sais quoi. Bon, donc effectivement, là, je crois qu'on a intérêt, parce qu'effectivement, c'est une question d'ordre public. Le marché du logement conditionne beaucoup de tensions sociales. Nous avons aujourd'hui le développement de filières pas très légales dans le marché locatif. Et d'autre côté, c'est aussi, je pense que Jeudi Noir ne va pas me démentir, c'est aussi le lieu où se fabriquent beaucoup de mouvements sociaux. Donc d'où l'intérêt de réguler, d'encadrer. Denis Brunel, vous vouliez réagir au oui, modèle un petit allemand? complément, parce qu'on ne peut pas parler d'un modèle allemand si on ne le prend pas dans sa totalité. Vous avez cité certains aspects. Il y a un autre aspect du modèle allemand qui peut-être ne plaira pas à mon interlocuteur, c'est le fait que l'expulsion est extrêmement rapide pour un locataire qui ne paie pas son loyer. C'est pas du tout le modèle français et c'est pas du tout ce que prévoit Madame Duflot. C'est une nuance, plus qu'une nuance, c'est une grande différence. Il ne faut pas l'oublier quand on parle du modèle allemand. Alors nous allons voir à présent l'autre grand volet de ce projet de loi, qui est l'instauration, alors c'est pas pour tout de suite, c'est pour le 1er janvier 2016, d'une garantie universelle des loyers, une sorte de sécurité sociale du logement en quelque sorte. Là encore, il y a débat. Manuel Domergue, ce système de garantie serait rassurant pour les locataires? Pour les locataires et pour les bailleurs. C'est rassurant pour tout le monde. C'est comme la sécurité sociale. Avant, il n'y avait rien quand on tombait malade. Quand on tombait malade, on perdait son argent, on perdait son emploi. Maintenant, depuis quelques décennies, il y a une sécurité sociale dans ces cas-là. Pourquoi est-ce que quand on perd son emploi, quand on a moins de ressources, on devrait perdre son logement? C'est quand même assez cruel. Monsieur, vous disiez il n'y a pas assez d'expulsions en France. 12 000 par an. Je n'ai pas dit ça. 12 000 expulsions par an. Allemand. Voilà, très bien. Donc vous voudriez que ce soit plus facile d'expulser. Moi, je pense qu'il faudrait que ce soit plus dur d'expulser les gens. Moi, je ne suis pas pour expulser les gens de leur logement. C'est une différence entre nous. Si on prend un modèle, il faut prendre sa cohérence. Très bien. Le problème, c'est que c'est très coûteux quand on expulse des gens d'après aller les reloger
dans des hôtels, dans des centres d'hébergement. Ça abîme évidemment les gens de vivre à la rue et de mourir à la rue, encore plus. Donc dans ces cas-là, il faut que le bailleur qui subit un impayé, c'est pas de sa faute, ça on est bien d'accord, soit indemnisé par la collectivité. Donc ça c'est normal. Il y a 150 000 ménages assignés en justice chaque année, enfin chiffre de 2011 pour les impayés. Tout à fait. Mais surtout ce qui serait intéressant avec cette sécurité sociale du logement, c'est que ça remplacerait le cautionnement solidaire. Qu'est-ce que c'est? Quand moi j'ai dû louer un appartement il y a quelques mois, j'ai dû demander à mes parents, aux parents de ma compagne, 4 personnes, en plus de nous qui étions tous les deux en CDI, pour louer cet appartement. Attendez, j'ai 31 ans, pourquoi est-ce qu'on va demander à mes parents, à mes beaux-parents de les porter caution? Donc il y aurait plus de garantie de caution. Ça c'est vraiment une mesure d'autonomie des individus et c'est une mesure surtout de justice, d'équité entre les gens qui ont des parents qui peuvent les cautionner et les gens qui n'ont pas cette chance. Denis Brunel, que pensez-vous de ce point? Deux objections. La première, évidemment, c'est que ça va conduire à un certain laxisme et à une certaine déresponsabilisation aussi bien du locataire que du propriétaire. Et puis ce que l'on oublie de dire, c'est que Mme Duflot prévoit dans les papiers qui seront demandés à l'entrée non seulement l'absence de caution, on est d'accord, mais d'autres éléments qui vont conduire à une moindre sélection à l'entrée, on est bien d'accord. Et deuxièmement, elle prévoit une taxe, puisque c'est bien une taxe, de 2%, 1% pour le locataire, 1% pour le propriétaire. La plupart de ceux qui se sont penchés sérieusement sur ce dossier savent que c'est impossible de tenir dans ces 2%, que ce sera beaucoup plus. Alors vous disiez, c'est bien pour les propriétaires, c'est comme si vous disiez, je vous invite à déjeuner, mais c'est vous qui payez le déjeuner, parce que c'est les propriétaires, bien entendu, qui vont payer le surcroît de taxes. Vous venez de dire que c'était entre locataires et propriétaires 1% chacun. Donc, Au départ, je dis que c'est pas du tout le point d'arrivée. C'est comme ça pendant quelques mois. On verra si ce point est retenu et quel sera le point d'arrivée. Yankel Fijalkov, un fonds public alimenté par les cotisations, donc on le disait à la fois des propriétaires et des locataires, c'est une bonne idée selon vous? Cécile Duflot parle de progrès social sur ce point. Oui, ça fait beaucoup de temps qu'on demande effectivement une intervention des pouvoirs publics. Dès 1920, on a la notion de crise du logement apparaît dans la littérature. Et à cette époque-là, ce qu'on demande, c'est du logement social. Aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait un nouveau pas qui soit franchi, au moins sur le principe. Alors maintenant, toute la question, c'est l'étendue de ce fonds de garantie. Qui il va concerner? Est-ce qu'il va concerner à l'entrée, en sortie, dans des systèmes de sécurisation des expulsions, par exemple, ou des ménages menacés d'expulsion? Donc, toute la question, ce sont les modalités pratiques. Alors, et là, je crois qu'on a un rendez-vous dans très longtemps. Denis Brunel, vous le disiez tout à l'heure à propos de la pénurie de logements. On va voir les chiffres. 346 000 logements ont été construits en 2012 en France. 330 000 sont attendus pour cette année, à peu près. On en sera loin. Et on en sera loin, peut-être qu'on en sera loin. En tout cas, François Hollande, lui, avait annoncé 500 000 nouvelles habitations par an, dont 150 000 logements sociaux. Donc ce n'est pas encore gagné, ce n'est pas encore le cas. Yankel Fijalkov, la crise du logement en France, on a l'impression qu'elle est éternelle, qu'elle est inéluctable. Oui, alors, à tel point d'ailleurs qu'on aurait du mal peut-être à parler de crise, puisque une crise, normalement, c'est cyclique, d'après les théories économiques. Là, on est vraiment dans une crise continue. Donc dans une difficulté structurelle en France qui est effectivement de loger ses concitoyens. En 1920, donc premiers ouvrages qui titrent sur la crise du logement, l'ouvrage d'Henri Sellier qui en appelle à la construction de logements sociaux. 1950, on a une intervention, 1950-1955, on a une intervention massive de l'État. Après l'intervention, le cri d'alarme de l'abbé Pierre. Et ensuite, 1973, au tournant des années 70, on a un désengagement de l'État, un recours effectivement à la financiarisation du secteur du logement, et on assiste aujourd'hui à une pénurie. Alors, donc, Denis Brunel, rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, que faut-il faire? Quelle serait la solution miracle selon vous? 30 secondes, une contestation de vos chiffres. Vos chiffres comprennent les rénovations.
Mais les logements neufs Construction et rénovation. ne sont pas dedans. Que faudrait-il faire pour améliorer la situation bien rapidement? Bien entendu, libérer d'abord de la visibilité pour les investisseurs, parce que ce vibrionnisme fiscal et juridique est une catastrophe, on change sans arrêt. Vous avez vu l'affaire des plus-values, on va dans un sens, dans un autre, puis dans un autre. Comment voulez-vous que le malheureux investisseur, on n'achète pas un logement pour 1 an, 2 ans, 3 ans? Bon, donc de la stabilité, de la visibilité, et évidemment, vous ne pouvez pas taper sur la tête des malheureux candidats propriétaires et leur dire allez-y. Bon, donc il faut évidemment stabiliser les rapports propriétaires-locataires et dans un sens qui soit quand même acceptable pour les propriétaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Dernier mot pour Monsieur Domergue, Manuel Domergue, quelle serait pour vous la solution à adopter immédiatement? Il y a quelque chose d'assez simple, c'est d'amener les investisseurs institutionnels, les banques, les assurances qui se sont désengagés du logement, d'y revenir. Ils ont des avantages fiscaux extrêmement importants, ce sont des dizaines et des dizaines de milliards. Il faudrait qu'en échange, ils soient contraints de construire des logements intermédiaires entre les logements sociaux et les logements au prix du marché, dans des zones tendues, parce qu'il y a une pénurie de logements certes, il y a surtout une pénurie de logements accessibles dans les zones tendues. Donc c'est là qu'il faut mettre le paquet. Les zones tendues, ce sont les grosses agglomérations, les grandes villes. Merci messieurs, le débat va continuer à l'Assemblée nationale. Il est en ce moment même d'ailleurs sur les bancs de l'Assemblée et il va se poursuivre jusqu'à vendredi, vote solennel mardi et ensuite ça passe au Sénat en examen en octobre ou en novembre. Nous aurons donc l'occasion d'en reparler. Merci à vous. Dans quelques